Bonjour à tous et à toutes, je suis Léonard Collin, étudiant en fin de cycle de deuxième année de master en accessibilité et accompagnement du public à besoins éducatifs particuliers à l'INSHEA. Je suis conseiller à l'organisation au confort et coordonnateur général de l'association Jeunes organisés pour une société émancipée, JOSE, en Haïti. Mon travail de terrain s'effectue sur les questions de l'éducation inclusive dans une approche sociologique, dans le but d'inclure socialement les personnes en situation de handicap dans le milieu scolaire dit ordinaire en Haïti. Aujourd'hui, mon intervention se fera sur les thématiques suivantes: handicap mental, accessibilité et pratique enseignante. À travers ce sujet, la pratique de l'enseignement inclusif dans la classe, un instrument égalitaire pour tous les élèves, particulièrement ceux en situation de handicap mental en Haïti. Mon approche sera plutôt sociologique et non pédagogique, et aussi tenir compte de l'approche sociale du handicap mental et non médical. Dans la perspective de vous présenter l'intérêt de la pratique de l'enseignement inclusif et de réfléchir sur l'impact social de la scolarisation des enfants en situation de handicap mental en Haïti. Quels sont les intérêts de la pratique de l'enseignement inclusif? Pourquoi scolariser les enfants en situation de handicap mental en Haïti? À cet effet, mon exposé se fera en 4 parties. Premièrement, on va définir les concepts cités plus haut afin d'identifier leurs points de convergence. Deuxièmement, vous présenter le cadre légal haïtien par rapport à nos thématiques. Troisièmement, montrer l'intérêt d'une telle démarche pour notre société. Quatrièmement, proposer une démarche pour scolariser les enfants porteurs de handicap mental. D'abord, nous allons définir et présenter les caractéristiques spécifiques de leur handicap. Ensuite, vous présenter un modèle de pratique de l'enseignement inclusif. Tout d'abord, pour mieux situer mon intervention, on va définir les concepts clés: l'accessibilité, le handicap mental et la pratique enseignante, c'est quoi? Plusieurs auteurs les définissent, mais on va retenir celles qui se rapprochent le plus de notre sujet. Le handicap mental est défini par l'Union nationale des amis et parents des enfants inadaptés, UNAPI, comme étant la conséquence de la déficience intellectuelle et se caractérise par des difficultés plus ou moins importantes de réflexion, de conceptualisation, de communication et de décision. Elle ne peut pas être soignée, mais le handicap peut être compensé par un environnement aménagé et un accompagnement humain, adapté à un état et à une situation. La phrase qui nous intéresse dans cette définition est: le handicap peut être compensé par un environnement aménagé et un accompagnement humain adapté à un état et à une situation. Pour Joël Zafran, professeur de sociologie, l'accessibilité est la possibilité d'une égale participation sociale de tous à toutes les sphères sociales, assortie d'une liberté des personnes de choisir la vie qu'elles veulent mener dans la capacité de leurs moyens présents et à venir. Par rapport à cette définition, pour parler de l'accessibilité dans le milieu scolaire, il faut parler d'intégration dans des établissements scolaires, de l'accessibilité pédagogique, de l'accessibilité du bâtiment. La pratique enseignante selon Marguerite Altet est constituée de 2 niveaux. Le premier est non lié à l'enseignement, proprement dit, par exemple les rencontres avec les parents, réunions avec les collègues, tandis que le second, celle qu'on va considérer pour notre exposé, renvoie aux pratiques de l'enseignement, autrement dit pratiques pédagogiques, qui sont les actes observables ou non, par exemple les consignes, les tâches, la planification en présence des élèves ou pas, par exemple les rituels, activités, notations, et évaluation. Dans le cadre de mon exposé, ces concepts nous montrent la convergence de leur action et de leur utilité dans le processus de scolarisation des élèves porteurs de handicap mental. Mais pourquoi ces concepts doivent-ils nous intéresser? Autrement dit, pourquoi l'intérêt de ce sujet? Pour vous répondre, l'intérêt de ce sujet est d'ordre légal et d'ordre social. Comment expliquer cela?
Au regard de la Déclaration mondiale sur l'éducation pour tous, répétée par l'UNESCO en 1990, la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et la loi du 13 mars 2012 ratifiée par le Parlement haïtien qui interdisent toute forme de discrimination liée au handicap. L'objectif 4 du dit Convention et le chapitre 5 de la loi du 13 mars montrent que l'éducation joue un rôle primordial dans le développement durable du pays et du même coup engage l'État haïtien à développer des politiques publiques en faveur d'une meilleure intégration sociale et participation scolaire des enfants porteurs de handicap. Qu'est-ce qui a été fait en ce sens? Ces injonctions ont permis la création, par circulaire du 10 décembre 1993, de la Commission d'adaptation scolaire et d'appui social, CASAS. C'est l'un des dispositifs mis en place par l'État haïtien au sein du ministère de l'Éducation nationale. Elle coordonne la suite du plan opérationnel 2010-2015 du ministère et a pour mission de scolariser les enfants handicapés afin de faciliter leur inclusion au sein de leur communauté. Dans ce cas, qu'est-ce qui a été mis en place pour faciliter l'inclusion scolaire des élèves porteurs de handicap mental? Jusqu'à ce jour, aucun plan de scolarisation pour le milieu ordinaire n'a été proposé pour ces catégories d'enfants. Cette discrimination nous interpelle en tant que chercheurs et citoyens. Que pouvons-nous faire sinon? Notre devoir, d'une part, en tant que citoyens, est d'exiger à l'État de respecter leur engagement en garantissant une meilleure prise en charge de la scolarisation de nos enfants porteurs de handicap mental et d'autre part, en tant que chercheurs, de faire des recherches et de proposer des recommandations sur la meilleure façon d'inclure ces élèves dans le milieu scolaire ordinaire. Pour les sociologues de l'éducation, l'école est une reproduction de la réalité sociale. En ce sens, elle permet d'intérioriser les valeurs de la société. Pour traduire, tout ce qui se produit à l'école n'est que le reflet de notre réalité. Si on se fonde sur ce raisonnement, on peut avancer l'hypothèse selon laquelle l'exclusion des enfants en situation de handicap mental dans le milieu scolaire ordinaire n'est qu'une représentation de la situation d'exclusion de ces minorités dans la vie culturelle, sociale, politique et économique en Haïti. Pour repositionner la question de l'école inclusive dans le contexte plus large d'une société, Charles Gardou nous propose 5 fondements d'une société inclusive. Premièrement, nul n'a l'exclusivité du patrimoine humain et social. Ce qui veut dire que ce qui fait la singularité des élèves en situation de handicap mental ne peuvent en aucun cas leur priver de jouir de l'ensemble des biens et services sociaux, car ces biens et services ne sont pas la prérogative de personne. Deuxièmement, l'exclusivité de la norme, c'est personne, et la diversité, c'est tout le monde. Notre système devrait modifier sa manière de fonctionner ou de normaliser nos pratiques, afin d'offrir à tous et à toutes le sentiment d'appartenir à une seule communauté. Sans dissoudre notre singularité qui fait notre diversité, chacun, incluant les enfants en situation de handicap mental, devait pouvoir apporter sa contribution à la vie sociale, culturelle, économique et politique du pays. Troisièmement, il n'y a ni de vie minuscule, ni de vie majuscule. On n'a pas plusieurs catégories d'Haïtiens en tant qu'êtres humains, qu'ils soient riches ou pauvres, noirs ou blancs, handicapés ou pas, mais on n'est qu'un seul être avec toute sa singularité. Quatrièmement, permettre à la fois de vivre et d'exister. Il nous faut changer notre regard sur le handicap en Haïti, plus précisément sur les personnes portant un handicap mental. En changeant nos regards et nos discours, nos pratiques vont être changées. Et cinquièmement, tout être est né pour l'équité et la liberté. L'accessibilité multidimensionnelle et universelle doit être prônée en Haïti. Nous devons inventer des moyens et des pratiques facilitant la participation des personnes en situation de handicap mental dans le développement du pays. La scolarisation des élèves en situation de handicap mental est l'affaire de tout le monde, mais plus encore des enseignants à travers leurs pratiques inclusives. Sans ces pratiques, l'école reproduira les mêmes inégalités sociales que subissent les personnes handicapées en Haïti.
La société haïtienne a besoin d'une autre construction sociale de la réalité en vue d'une société qui tend vers l'inclusion. Et l'école, grâce à la pratique de l'enseignement inclusif, est l'institution idéale pour transmettre les valeurs morales et de citoyenneté en faveur d'un monde inclusif. D'où l'importance d'inclure en scolarisant les personnes en situation de handicap mental en Haïti. Mais comment rendre accessible la pratique de l'enseignement inclusif de la classe pour accueillir un élève en situation de handicap mental? Plusieurs modèles ont été définis à travers le monde par des chercheurs pour expliquer les moyens à mettre en œuvre pour scolariser les élèves en situation de handicap mental. On va prendre l'essentiel afin de vous proposer un modèle général tout en notant que chaque élève présente une caractéristique différente. En ce sens, ce modèle doit être adapté de manière singulière. Les études sur le sujet révèlent qu'une évaluation de l'enfant et de ses besoins éducatifs vont permettre à l'enseignant de définir des objectifs spécifiques pour rendre accessible sa pratique de l'enseignement. D'abord, on va définir le handicap mental et identifier ses caractéristiques. Le ministère de la Culture et de la Communication en France le définit ainsi. Le handicap mental se traduit par une déficience intellectuelle stable, durable et irréversible. Elle se caractérise par des difficultés de concentration, de mémorisation, d'abstraction, de coordination, de repérage dans l'espace et le temps. Ces difficultés peuvent produire des troubles des fonctions cognitives. Par rapport à ces difficultés, ils ont tous besoin d'aménagements pédagogiques. Ces aménagements vont compenser leurs difficultés grâce à la pratique de l'enseignement inclusif. Compenser sa concentration grâce à la pratique de l'enseignement. Par exemple, lorsqu'ils sont dans les salles de classe, ils ont des difficultés de s'adapter par rapport au rythme de travail de tous les élèves ou de la classe. C'est-à-dire qu'ils demandent plus de temps de concentration que les autres élèves. Les placer à côté d'un élève calme sera propice. Limiter les éléments qui peuvent les distraire. Compenser sa mémorisation grâce à la pratique de l'enseignement. Pour leur aider à mémoriser, les enseignants ont besoin de rythmer les activités. Et cela doit se faire au rythme de ces élèves, mais pour ne pas retarder les autres élèves de la classe, des travaux additionnels peuvent être planifiés. Les enseignants doivent résumer les consignes, donner des indications détaillées et très précises. Ils doivent développer des outils de mémorisation. Par exemple, coller sur les murs de la classe des travaux de conjugaison, les tables de calcul, les couleurs. Compenser sa difficulté d'abstraction ou action de s'isoler grâce à la pratique de l'enseignement. Leur isolation peut être la conséquence de leur manque d'estime de soi. L'enseignant doit valoriser et assurer l'enfant en portant une attention particulière sur les efforts de l'élève, de mettre en valeur leurs points forts, de ne pas leur couper la parole. Compenser sa difficulté de coordination grâce à la pratique de l'enseignement. Des problèmes déficitaires de la planification, de l'exécution des mouvements et des gestes peuvent causer à l'élève des difficultés de coordination. L'enseignant doit lui laisser plus de temps dans l'exécution d'une tâche. Laisser plus de temps à l'élève de copier les notes ou demander à leurs camarades de l'aider ou lui fournir une copie du texte. Compenser sa difficulté de se repérer dans l'espace et dans le temps grâce à la pratique de l'enseignement. Toute situation nouvelle est déstabilisante pour ses élèves. En ce sens, l'enseignant doit planifier leur activité et ne pas alterner les matières. Utiliser des pictogrammes, des couleurs pour le repérage. En conclusion, l'éducation ne reste pas seulement dans le cadre de l'école et réservée à un groupe de personnes. Cela englobe la vie en général et concerne tout le monde, y compris les élèves en situation de handicap mental. La pratique de l'enseignement inclusif est une démarche qui va favoriser l'inclusion de tous dans la société, sans discrimination par rapport à leur âge, leur appartenance, leur handicap, etc. Favoriser l'inclusion des élèves porteurs de handicap mental, c'est augmenter les chances d'égalité de tous les élèves. Sur ce, chacun a une responsabilité et un devoir de contribuer à améliorer les conditions de vie de tous. Merci de votre écoute et de votre participation à cette troisième journée de matinée d'accessibilité et de diversité portant le thème «
une éducation inclusive pour une meilleure participation de tous à tout. Merci.